Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous avons des invités extraordinaires, une jeune femme de 22 ans, pleine d'énergie et de courage, qui a affronté une épreuve bouleversante et son père, conférencier, écrivain et ancien secouriste du PGHM. Bienvenue Axel Mesnier et son père Éric Mesnier. Alors Axel, bonjour. Bonjour, merci beaucoup et je suis ravie de faire ce podcast aujourd'hui. Bonjour Chloé, merci encore pour tout. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Axel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Oui, je vais commencer par rapport à mes études. Alors j'ai commencé par mes études supérieures, j'ai fait un BTS. Ensuite, je suis partie 1 an en Australie pour faire un bachelor management du sport. Je savais pas trop encore dans quel secteur m'orienter, soit le monde du sport ou les ressources humaines, qui était un monde qui m'intéressait beaucoup aussi. Mais finalement, j'ai opté pour refaire un bachelor en ressources humaines parce que je me suis dit que c'était mieux en termes de qualification plus tard. Pour faire une bascule, c'était plus facile de faire une bascule des ressources humaines au monde de l'événementiel que l'inverse aurait été plus compliqué. Du coup, actuellement, je suis encore en master ressources humaines. Je le fais en alternance. En parallèle de tout ça, je fais beaucoup de basket, beaucoup de sport. Le basket, ça fait 16 années que je pratique, donc ça commence à faire. Après, sur moi, je pourrais dire que je suis une personne plutôt dynamique, indépendante. J'aime bien me fixer des objectifs. J'aime bien diriger, contrôler les choses, que ça soit quand même bien fait. Et je crois que sinon, il confirmera si je dis pas tout correctement. Je pense que c'est déjà pas mal. Et toi, Éric ? Moi je suis un ancien gendarme du secours en montagne, du PGHM en gendarmerie. J'ai passé 18 ans dans un hélicoptère à vivre des choses pas très sympas, très difficiles, une gestion de crise au quotidien, à être projeté dans un environnement très complexe où on doit travailler en équipe pour s'en sortir. En 2014, j'ai décidé de construire ma maison, mais c'était très difficile dans le secteur où on était sur Annecy. Alors du coup, comme on aime bien se fixer des objectifs dans la famille, du coup, on a auto-construit notre maison et en 2016, je suis parti en reconversion dans le monde du bâtiment. Et en 2020, j'ai commencé à avoir l'idée d'écrire un livre et qui est sorti en 2021. Et suite à ce livre, je fais des conférences aussi en entreprise et j'amène les clés d'une performance d'une équipe constituée en management, en humain, en entreprise, en sport. À partir du moment où vous avez une équipe qui affronte ou qui veut rencontrer ou performer pour un objectif, moi, c'est ce que je viens. Mais ça, c'est sans l'aspect émotionnel que l'on va découvrir juste après, et ça, c'est peut-être le plus difficile. En mars 2024, Axel, ta vie bascule. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout cela a commencé ? Euh, du coup, je dirais que ça n'a pas vraiment commencé en mars 2024, mais plutôt mi-février, parce que j'ai commencé à avoir des douleurs plutôt dans le dos, qui étaient plutôt aiguës, mais ça m'inquiétait pas plus que ça, parce que du coup, je fais beaucoup de basket. L'année dernière, je doublais tous les week-ends les matchs, donc je me suis dit que c'est jusqu'à partir de février, mon corps commençait à fatiguer. La saison avait commencé en septembre, donc ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Les douleurs ont continué pendant bien 2 semaines et petit à petit, les douleurs sont commencées à se déplacer. J'avais une pointe du dos jusqu'aux côtes et après des côtes jusqu'à, je dirais, plus la pointe du cœur. Et donc, c'est là où je me suis dit peut-être qu'à un moment, il fallait peut-être aller consulter. C'est vrai que je suis plutôt résistante à la douleur, voire du coup le mauvais contrario de ne pas s'écouter. Et donc, cette fois, je suis allée voir le médecin et il a donné un mot sur ce que j'avais, une névralgie intercostale. Donc, je serais pas contente, mais bon, j'avais un mot là-dessus. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est rien, ça va passer. J'ai eu ce diagnostic c'était en fin de semaine. Et du coup, pour dire que j'étais raisonnable, du coup, ce week-end-là, je n'ai pas doublé, j'ai fait qu'un seul match. Mais bon, ce match était plutôt compliqué parce que du coup, j'avais des douleurs au niveau de la cage thoracique. Je sentais que la respiration, c'était plutôt compliqué. Mais bon, je me suis dit que c'est normal, on venait de me diagnostiquer quelque chose, donc pas de souci. La semaine se passe, donc là j'étais également en alternance l'année dernière et, euh, et du coup ça tombait une semaine où j'étais en entreprise, donc je pouvais poser des jours. La semaine a été vraiment pas facile, j'avais pas vraiment faim, donc je me dis que le jeudi je vais vraiment pas bien, donc je pose un jour pour le lendemain, donc comme ça j'allais pas travailler le vendredi. Heureusement, finalement, parce que le jeudi, j'avais pas du tout mangé de la journée et j'ai
j'ai vomi toutes mes tripes dans la nuit. Le lendemain également, toutes les 30 minutes, il fallait que j'aille vomir. J'étais pliée en deux, donc là, je me suis dit, là, au bout d'un moment, il va peut-être falloir faire quelque chose. Donc, je demande à ma maman de m'emmener à la clinique. Et sur la route, globalement, on est à 20-30 minutes. J'ai dû la faire arrêter 2 fois parce que je ne voulais pas vomir dans la voiture. Donc, on s'est arrêté sur le bas-côté 2 fois. Et après, on est arrivé à la clinique et le diagnostic est tombé. Ouais, c'était pas ce qu'on attendait. Moi, je m'attendais à ce qu'on me donne un peu un cachet. Je sais pas, j'avais l'estomac qui se tordait ou je ne sais autre. Mais bon, finalement, l'attente était un peu longue puisque du coup, vu que j'étais majeure, c'était l'année dernière, donc j'avais 21 ans, ma maman ne pouvait pas m'accompagner. Donc c'est vrai que l'attente était longue, j'ai passé des examens. Et je pense qu'on a commencé à vraiment se poser des questions quand on m'a dit, alors pour le diagnostic, on attend juste le chirurgien, il a un bloc opératoire, mais vous en faites pas. Ah, je me suis dit, pour me dire quand même un diagnostic d'IRM, c'est quand même un petit peu gros. Donc à ce moment-là, ils m'ont dit, mais je crois que du coup, pour le diagnostic, on va faire venir votre maman. Ah, je me suis dit que je ne pouvais pas l'entendre toute seule, c'était encore une autre étape à attendre et un moment de stress plutôt conséquent. Et Eric, comment ça s'est passé pour toi cette annonce en tant que père? On- Il y a tout qui vole en éclats. Il y a tout ce que l'on connaît sur la gestion de crise, on sait se préparer, on sait faire plein de choses, et puis quand ça touche ta fille, tu perds pied. Mais très rapidement, c'est le but aussi de ce que l'on est en train de dire. Très rapidement, il faut se retourner sur ses ficelles, mais du jour au lendemain, elle n'a pas encore dit le mot, mais on nous annonce, parce que là, du coup, on s'inclut dedans, hein, parce Oui, que oui. c'est toi, mais nous, on le prend en pleine figure. On nous annonce que Axel, elle a une tumeur de France de 10 centimètres à la tête du pancréas. Sachant que finalement, par an en France, il y a entre 4 et 5 personnes qui sont touchées par ce symptôme. C'est très rare. Et que la tumeur, et c'est pour ça qu'elle a très mal, vient de se fissurer et qu'il y a un liquide, le liquide à l'intérieur vient de se répandre au niveau des organes, et c'est ça qui fait une inflammation et qui provoque cette douleur. Donc forcément, on n'est pas prêt à ça. On a son enfant qui a mal, on est à l'hôpital, la veille, on était presque au basket en train de rigoler avec elle, et le lendemain, on apprend cette maladie qu'on n'a pas vu venir, pas vu arriver, asymptomatique. Donc on a vraiment, on se pose même les questions. À un moment donné, on se sent presque coupable parce qu'on aurait dû le voir, on aurait pu le voir. En fait, non, on se refait le système, on regarde tout. Ce qui s'est passé avant, ça s'est passé, mais c'est aujourd'hui qu'est-ce que l'on peut faire pour l'accompagner, pour supporter la douleur et pour bien vivre, parce que demain, il va falloir remonter la pente, il va falloir se refixer des objectifs, il va falloir rigoler, et puis il va falloir qu'on combatte. Et le combat, on ne peut pas le faire quand on est à terre, avec un genou à terre, il faut se relever. Et c'est très difficile parce qu'au niveau affectif, on a l'habitude, sur le terrain, moi j'avais l'habitude de manière très factuelle, bien sûr qu'on avait des émotions quand on allait chercher des gens en montagne qui étaient blessés très gravement, mais de manière très factuelle, on se focalisait sur le travail qu'on avait à faire, sur le job, et on arrivait à mettre quelques parois, quelques pare-vapeurs d'émotions, et ça nous permettait de rester dans l'action et d'être très efficace. Là aujourd'hui, je peux vous jurer que le pare-vapeur, il n'existait pas. Au niveau émotionnel, mais après, pour autant, il faut aussi pouvoir se dire que c'est bon, ça c'est fait. Il faut vite le digérer parce qu'on sait que c'est le mouvement que l'on va initier, c'est ce que l'on va mettre en route ensemble, elle et nous et elle aussi, et l'environnement des médecins et tout ce qu'il va y avoir à côté qui va faire que l'on pourra s'en sortir et qu'on va pouvoir passer déjà un premier cap. Et ça, c'est ultra difficile. Axel, qu'est-ce qui t'a aidé à faire face dans les premiers moments? Premièrement, forcément, ça sera mon entourage, donc la famille. On est vraiment très proches tous ensemble, que ça soit avec mon frère, mes parents ou même mes grands-parents on est encore tous là. Donc ça, c'était vraiment hyper important. Après, c'est vrai qu'à cette annonce, je l'avais dit juste à 4 copines à moi, parce que j'avais pas envie de le dire, parce qu'à mon avis, le dire, ça devenait réel. Donc je préférais juste l'annoncer à 4 copines à moi. Et après, du coup, peut-être être un peu dans une phase de déni. Je me dis, bon, bah, si je le dis pas, ça n'existe pas. Mais ça n'a pas fonctionné. Et après, je pense, ce qui m'a beaucoup aidé, forcément, bah, après, ça a été le monde du sport. L'équipe de basket qu'on avait l'année dernière était vraiment incroyable. Pourtant, c'était la première année où je changeais de club.
Et je pense qu'avec toutes les années de basket que j'ai faites, si je devais choisir une équipe, en tout cas, où dans le moment où j'avais besoin de vivre ça, j'aurais choisi cette équipe dans tous les cas. Au niveau du sport, de la compétition et de l'humain de cette équipe, je ne pouvais pas mieux tomber. Vraiment, c'était un vrai soutien à ce niveau-là. Eric, est-ce que ton expérience professionnelle de secouriste, entre autres, a influencé la manière dont tu as abordé cette situation? Oui, je pense. Je pense que toute expertise que l'on a dans son passé va aider à un moment donné, parce que cette expertise, ça devient un peu notre ADN, ça devient notre style de vie. Quand on a passé 18 ans dans un hélicoptère, à anticiper, analyser, être projeté, et puis être agile tous les jours, et puis être confronté à des éléments qui bougent, des chutes de pierre, etc., un patient qui commence à s'enfoncer, et qu'il faut qu'on réagisse dans l'action. On a une réaction dans l'action obligatoire en ayant beaucoup analysé. La seule différence, c'est que l'anticipation, pour ce coup-là, zéro. On n'a rien pu mettre en place avant et il a fallu qu'on puisse travailler ensemble. Alors avec Axel, on a fait des choses en famille et avec nous. On a travaillé autour d'objectifs ensemble. On a beaucoup discuté. On s'est fixé des paliers pour pouvoir y accéder. Très rapidement, elle veut rejouer au basket. Au mois d'avril, je la vois encore sur son lit d'hôpital en réanimation, où elle me fait venir avec sa plaquette. Et puis dans sa tablette, elle va chercher sur Internet ses nouvelles chaussures de l'année prochaine et on change les couleurs et tout. Et elle me dit, le début septembre, je joue au basket. Ok, alors, ok, tu viens de me fixer ton objectif. Du coup, moi, il va falloir que l'on travaille ensemble pour en fixer des intermédiaires. Quand est-ce que tu te fais opérer? Quand est-ce que tu sors? Quand est-ce qu'elle peut reprendre le basket? On va t'accompagner dans cette démarche. Ça, cette fixation d'objectifs, ces systèmes où on va pouvoir cumuler ces petits paliers, on- oui, c'est forcément de ce qu'on faisait de ce métier-là. Et puis après, la motivation, l'environnement. Je pense qu'on a créé aussi, on sait pertinemment dans le secours et dans ce qu'on a vécu que on est bien à un moment donné quand on est dans une bulle de travail. Et il ne faut pas qu'on ait tous les environnements, la famille, les gens qui nous appellent toutes les 5 minutes. Donc on a aussi fait une cellule entre nous. On sortait de l'hôpital à chaque fois, on se faisait des messages communs, on se leur lisait et on l'envoyait à tous nos proches, à tous les gens avec qui on avait envie d'être. Et puis après, on bouclait. Les gens entre eux discutaient, rappelaient une seule personne et on se protégeait d'avoir cette somme d'informations, savoir toutes ces émotions, les peurs des autres personnes aussi. Donc on a su protéger et du coup on s'est recréé notre cockpit d'hélicoptère entre nous pour aller de l'avant. On est en avril 2024. Pour toi, Axel, il y a tout qui s'accélère. Tu es opéré en urgence. Est-ce que tu peux nous raconter ces jours critiques? Alors oui, c'était des jours critiques, mais c'est vrai que finalement, les choses sont tellement enchaînées rapidement que je pense que j'ai pas eu le temps de digérer toutes ces informations. Donc finalement, ça s'est plutôt bien passé. Bon, un état de stress parce qu'il fallait préparer tous les bagages. J'ai l'impression de presque qu'il fallait partir en vacances, donc je devais amener plein de trucs. Je savais pas vraiment ce que je devais amener à l'hôpital. Euh, Après, c'est vrai que quand on nous avait annoncé ça, avec ma maman, on est plutôt des gens pragmatiques, terre à terre, et du coup, nous, on était plutôt allés du côté du pire. Du coup, finalement, cette annonce en urgence nous a pas énormément choqués. Bon, même si on est des gens plutôt optimistes, c'est vrai que bah, vu qu'on s'attendait au pire, vu qu'on est tombé dans le pire, malheureusement, bah, vu qu'on s'y attendait aussi, bah, on n'a pas été surpris. Si c'était moins grave, bah, forcément, on se serait dit qu'on aurait gagné quelque chose, mais bon, là, bah, on s'y attendait un peu. Donc c'est vrai que tout s'est fait précipitamment, mais en fait, quand je suis ressortie de l'hôpital, du coup, début avril, la première fois pour ma première hospitalisation, finalement, je me suis dit que je ne devais pas me cantonner à ça. Je n'avais pas envie que 2024, ça soit lié à ma tumeur. Du coup, finalement, bah, j'ai continué à sortir, j'ai fait des fêtes avec mes amis, j'ai continué à aller à l'entraînement, je suis allée voir des matchs, je suis allée voir mon frère jouer au rugby. Enfin, finalement, la vie ne s'arrête pas qu'à ça. Et du coup, j'avais envie de m'occuper un maximum et de pas, ouais, de ne pas subir finalement tout ça. Eric, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en tant que parent pendant cette période? Moi, il y a 2 journées, deux journées vraiment difficiles. La première journée, c'est quand tu amènes ta fille, on a su samedi ce qu'elle avait. Elle rentre à la maison. Et quand le lundi matin, tu l'amènes à la prise de sang pour voir un petit peu les plaquettes, tout ce qu'elle a,
Et tu te gares à côté de la porte d'entrée, tu es à 4 mètres. Et elle a mis, j'ai ouvert la porte, je la vois sortir avec ses birques et ses chaussettes. Et je ne sais pas si elle n'a pas mis 8 minutes. Je pense que ma grand-mère, en fin de vie, dans son hôpital, marchait plus vite que ma fille. Euh, C'est vous dur. auriez pu faire une course. Ouais. Et, et c'est difficile parce que jeudi soir, elle est à l'entraînement, tout va bien, elle rigole, elle revient à la maison, elle t'envoie des pics, tu rigoles comme on sait faire. Et puis samedi, tout s'écroule et tu as l'impression de prendre une deuxième couche. Tu te demandes ce que tu fous là. Est-ce que c'est réel? Ça, c'est vraiment hyper difficile. Alors tu dis rien parce qu'il faut pas le montrer, parce qu'elle, elle se bat et c'est son combat. Et waouh, quelle fierté d'avoir une fille comme elle, parce que j'ai jamais vu une guerrière comme ça, franchement. Et puis le deuxième jour, bah, c'est la journée de l'opération en fait. Quand le médecin il te dit je vais l'opérer. Alors moi je connais ce milieu et j'avais envie d'être là, j'avais envie de sentir cette pression, de sentir un petit peu comment il se motive, il se prépare avant d'aller opérer. Et je demande gentiment au chirurgien, est-ce que je peux venir demain matin à 6 heures, je me mets dans le coin de la chambre pendant qu'il la prépare. Un chirurgien extraordinaire à Grenoble. Et il me dit non, je préférerais pas. Ok, mais il m'explique pourquoi. Et ça, j'ai trouvé humain. Il m'a dit, vous savez, votre fille, elle va être opérée d'un cas très très rare. Et c'est peut-être la première fois qu'on opère avec un liquide qui est sorti. J'ai besoin de me concentrer. Et toute l'équipe, elle sait ce qu'elle va faire. Elle sait très bien l'opération que l'on va faire. C'est ultra compliqué. C'est très difficile. La tumeur est prise avec la veine cave derrière. Il y a un chirurgien vasculaire qui vient pour nous donner un coup de main. Il y a plein de monde autour. On est concentré. On a fait les briefings. Si vous venez, même si vous dites rien, vous allez nous mettre une pression supplémentaire. Du coup, rester à sa place, c'était difficile en tant que parent. Et puis toute la journée, il t'annonce aussi que pendant les 2 premières heures de l'opération qui débute à 8 heures, bah, il ne faut pas qu'il t'appelle en fait. Parce qu'il n'aurait rien pu faire. Il aurait dû refermer et peut-être prévoir une autre opération, ou c'était plus grave que prévu, ou il n'a pas pu décrocher de la veine et puis qu'il risquait une hémorragie. Waouh, ça fait beaucoup d'infos que tu arrives à gérer quand c'est des clients que tu vas chercher, des personnes blessées qui te touchent, bien évidemment, mais tu arrives à mettre cette distance et c'est ta fille. On vient de parler de ta fille. Donc tu regardes les heures. À 8 heures, toutes les minutes, tu te dis c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et à 10h30, 11h, tu dis c'est cool. Et à partir de 14h, 14h30, tu commences à trouver le temps long parce que là, tu as envie qu'ils t'appellent pour t'annoncer le truc. Donc, c'est une journée avec toutes les émotions. Ça, je le souhaite à personne, même mon pire ennemi. Mais c'est à nous de les vivre. Et puis après, ben, on t'appelle. C'est un peu la délivrance. Et puis on va à l'hôpital et on la récupère, on la revoit. Et c'est un soulagement, oui. Et puis en même temps, le chirurgien, il vient tout de suite, il t'explique ce que c'est. Mais ce yo-yo émotionnel toute la journée, ces montagnes russes, waouh, c'est les 2 journées les pires de ma vie. Axel, après l'opération, comment s'est déroulée ta convalescence? Et bah, au début, c'était plutôt compliqué. Je pense que j'avais un peu minimisé l'opération et c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir autant de douleur finalement. Donc, je restais tout le temps dans le canapé, sur mon lit, tout le temps allongée, en fait, même quand j'étais rentrée à la maison. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Comme il dit, je marchais encore comme une mamie, du coup, aussi à ce moment-là. Il fallait que je me tienne droite, mais la cicatrice, bah, du coup, elle me tirait énormément. C'était pas... Mentalement, c'était compliqué à voir parce que du coup, j'ai une cicatrice qui va de la poitrine jusqu'en bas de mon ventre. Et les premiers temps, du coup, bah, tous les matins, j'avais une infirmière qui venait, qui me faisait des soins. Et c'est vrai que devoir voir la cicatrice avec toutes ces agrafes, on a compté 45 agrafes quand on les a enlevées. Donc forcément, visuellement, c'est un peu traumatisant. C'est pas vraiment joli. Et après, bah, forcément, toutes les émotions retombent un peu aussi. Tout le stress, la fatigue. Et puis, finalement, me dire que bon, bah, le plus gros est fait. Donc déjà aussi un bon soulagement. Et d'essayer de passer à autre chose, en fait, rapidement. C'était quoi, 2 semaines après, finalement, j'ai essayé de sortir. Il y avait un tournoi de rugby. Du coup, je me suis dit que j'allais me promener. Mes grands-parents aussi étaient là. On a fait des petits tours de lac. Enfin, essayer
de faire un maximum de choses, mais vraiment étape par étape. C'est vrai que de plus en plus, du coup, je me suis rendu compte que m'écouter, c'était important. Et c'est vrai que du coup, maintenant, je m'écoute plus. Et petit à petit, du coup, je me suis mise à la course dès que j'étais autorisée, parce que je ne pouvais pas porter trop de charge. Je n'avais pas le droit de forcer sur les abdos. Donc, c'est vrai que la randonnée pendant l'été, ça aurait pu être sympa, mais ça m'est passé sous le nez. Mais du coup, petit à petit, oui, la course, ça m'a fait du bien. Et après, je me suis fixé des objectifs petit à petit, essayer de revenir à l'entraînement, essayer juste de courir, juste pour voir du monde, aller à la prépa. Après, j'avais d'autres choses à penser à ce moment-là, en fait, quand je suis aussi sortie de l'hôpital. Euh, j'étais toujours en année d'études, donc j'avais mon bachelor, en sachant que je n'étais pas allée en cours depuis février. Donc c'est vrai que du coup, j'étais au rattrapage, j'ai dû faire des dérogations pour aller à mes épreuves. J'ai passé des oraux alors que je tenais pas vraiment debout. Donc la chaise me tenait pas mal, ça aide. Mais après, c'est vrai que finalement, vu que j'avais des choses à faire, et je suis passée un peu au-dessus. Finalement, j'avais des priorités et je savais que, comme je disais, 2024, j'avais pas envie que ça soit condamné à ma tumeur. J'avais envie aussi d'être fière de moi et me dire, bon, j'ai réussi à faire les deux. Donc finalement, j'ai réussi à passer mes épreuves, je suis passée au-dessus et après, la vie a repris son cours, à un rythme différent, mais elle a repris son cours quand même. Il me semble que tu donnais un nom à ta tumeur. Je disais le truc, le bidule, enfin en fait, tout sauf vraiment le nom de la tumeur. Je faisais toujours des... Bon, il n'aimait pas trop ces blagues un peu... Dès que je portais quelque chose, je dis, oula, je vais finir éventrée, moi. Enfin, voilà, j'ai été un peu... voilà, un petit peu dans le trash, mais c'est vrai que ça le faisait pas rire tout le temps. Heureusement, mon frère était là pour rigoler, parce que sinon, c'était un peu dur. C'est pour ça que je te le laissais. Mais c'est vrai que quand on regarde bien, déjà au niveau émotionnel, je trouve qu'un terme fort, tumeur, quand on le lit en deux mots et qu'on vraiment on dissèque, on n'a aucune chance avec ça. C'est pas cool de l'avoir appelé comme ça. Est-ce qu'on peut pas changer ce nom-là? Et même le chirurgien, il lui a dit, on va l'appeler autrement. Et tout de suite, ils sont partis. Même le chirurgien, il était dans ses délires avec elle. Comment on l'appelait? Oh, ta chose, ton... Et vous êtes à côté, puis vous écoutez votre fille avec un professeur de chirurgie qui va l'opérer, qui est extraordinaire, qui lui faisait des dessins. Dis donc, ta chose, elle est là, donc là, je vais faire ça. Ok, ma chose est là. Et vous êtes à côté, c'est chouette de voir ça. Parce qu'on a humanisé quelque chose et on a surtout désacralisé ce mot qui n'a rien à voir là, quoi. Eric, justement, est-ce que tu as mis en place des projets ou des activités pour accompagner Axel pendant toute cette phase de convalescence? Alors on s'est vite rendu compte que plus on donnait du mouvement et que plus Axel bougeait, plus elle était dans le positif. Alors c'était aussi à nous de créer un cocon positif autour d'elle, hein, d'objectifs possibles, qui lui fassent plaisir. Et puis on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il fallait vivre avec son truc, son bidule, et pas tout ramener à ça, pas s'interdire de vivre, pas s'interdire d'aller au basket, au rugby, pas s'interdire de reprendre la course à pied pour elle, pas s'interdire d'en parler, pas... Et on vit avec et pas pour. Ça, c'est une certitude. Après, nous, on s'est fixé des objectifs. Il y en a un, il y a quelques temps, on a acheté une 4L, une vieille 4L, Saban 1988 pour les connaisseurs. Et cette 4L, c'était surtout le fait de pouvoir réunir la famille autour d'un projet commun, de restaurer une voiture, de la remettre sur pied et d'avoir les parents, les beaux-parents, le frère, toute la famille qui viennent et puis qui bricolent, qui apprennent, qui découvrent, qui refont la couture sur la sellerie, etc. On avait envie, et on a toujours envie, de créer ce truc-là, ce projet commun, de poser un peu les téléphones et de partager un moment collectif ensemble autour d'un projet. Et Axel fait partie des gens qui subliment les projets. Euh, Elle est de ces personnes qui, quand vous lui donnez quelque chose, si ça la fait vibrer, là, ça la fait vibrer. Elle est arrivée et elle a transformé ce projet. Ce projet devient, à l'heure d'aujourd'hui, elle est arrivée avec la fiche technique, la revue technique de la 4L de 100 pages imprimée. Elle a déjà regardé où c'est qu'elle pouvait trouver les pièces. Elle s'est organisée et elle a aussi un dossier de sponsoring. Pourquoi? Parce que Axel s'est préinscrite sur le 4L Trophy pour y aller avec son frère.
Et aujourd'hui, c'est plus juste un projet de faire un projet commun, c'est un double projet. C'est celui de passer du temps à le faire et de lui créer un rêve, une Axite, pour qu'elle puisse aller s'éclater avec son frère. Axel fait juste partie des personnes qui, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, un objectif, elle le sublime. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai rarement vu. On pourrait s'arrêter à la 4L. On pourrait s'arrêter à une paire de baskets. Mais elle va rajouter la petite touche. Celle qui fait qu'elle va sourire tout le temps. Celle qui fait qu'elle va donner du plaisir dans ce qu'elle va chercher. Et elle nous attache et elle nous prend avec elle, elle nous amène avec ça. Donc du coup, ce côté positif, féerique, elle se crée un rêve. Et nous, notre devoir en tant que parents, c'est de l'aider à aller chercher ce rêve. Surtout dans ces moments-là. Donc c'est juste extraordinaire ce qu'elle fait au quotidien. Et ces clés-là, on a envie de les partager. Et si c'est pas la personne qui subit ce bidule, cette chose, c'est à nous d'amener au rêve à ces personnes-là. Parce que c'est comme ça qu'elles vont s'en sortir. C'est comme ça que ça va bouger. Mettez du mouvement, mettez du positif, créez des rêves autour, mais des rêves accessibles. Si vous devez aller manger au restaurant et vous dites on ira manger au restaurant quand tu seras sorti de l'hôpital, on peut y aller demain, on peut y aller maintenant. C'est quoi ce que vous allez mettre en plus? C'est quoi en 2026-2027 ton rêve? Le 4L Trophy? Ben aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas le faire. Donc on va tout faire pour y arriver. Avec une voiture rose, peut-être. Alors, il y a quelques semaines ou mois, vous avez appris une nouvelle difficile, la tumeur d'Axel est revenue. Axel, comment est-ce que tu as réagi à cette annonce? C'est vrai que l'attente était longue parce que c'est vrai que j'ai passé un examen de contrôle le 2 décembre. Je devais avoir un retour 2 jours après de mon chirurgien. J'ai pas eu de retour. Et en fait, du coup, ça a commencé à m'inquiéter. J'ai appelé mes parents en me disant que c'était bizarre, que j'avais toujours pas reçu d'appel. Et ils m'ont dit non, mais ils savaient pas trop en fait finalement comment m'annoncer ça. En disant non, mais c'est normal. Finalement, c'est nous. On l'a eu au téléphone, mais bon, on t'expliquera ce soir. Ah, je me suis dit bon bah tant pis. On verra ça ce soir. Et bah, finalement, ils m'ont annoncé que bah, j'avais une récidive. On ne savait pas encore l'ampleur de cette récidive, mais du coup, qui souhaitaient nous revoir rapidement. Donc, on est retourné finalement en fin de semaine, le 6 décembre, sur Grenoble pour repasser des examens. Et c'est vrai que c'était dur, mais je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, depuis mi-novembre, je suis pas une personne très stressée quand même, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'avais fait d'autres examens de contrôle, mais celui-là me stressait particulièrement et je sais pas pourquoi je le sentais pas. Finalement, peut-être que je savais écouter plus mon corps à ce moment-là et que du coup, le fait de ne pas me sentir bien, finalement, c'était peut-être lié à ça ou peut-être pas, mais en tout cas, on va dire que finalement, j'ai des meilleurs sens maintenant. On va prendre ça. Et c'est vrai que bah, là, c'était plus bah, un monde qui s'écroule à nouveau. Je me suis dit que bah, c'était quand même rapide. Lui aussi, le chirurgien, il a des mots forts en disant que lui, ça l'inquiétait parce que généralement, les récidives, ça arrive entre 2 et 3 ans. Et que là, une récidive au bout de 6 mois, c'était quand même gros. Je me suis dit, ah, mais vu qu'on savait déjà que je ne faisais pas dans la normalité, ça nous a inquiétés, mais bon, on a l'habitude finalement. Et c'est vrai que là, c'était plus compliqué parce que je dirais, bah, la première, c'était vraiment factuel. J'avais des conséquences à vie. On va dire, on m'enlevait juste bah, du coup ma boule, hop, 10 cm, ma belle balle. Et finalement, après, je devais prendre des cachets à vie. Bon, c'était pas tant contraignant. C'est vrai que celle-ci, c'est plus compliqué parce que du coup, ça reste d'autant plus un cas rare parce que généralement, les gens ne font pas trop de récidives là-dessus. Donc, bon, effectivement, il y a pas d'autres cas cliniques en fait pour comparer. Il n'y a pas de statistiques. C'est que des bon, bah, si ça se passe comme ça, il faut faire ça. Puis si c'est ça, il faut faire ça. En fait, c'est d'innombrables possibilités, mais c'est pas des possibilités qu'on a envie d'envisager. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus compliqué parce qu'on a fixé une opération au 3 février. Donc là, c'est la semaine prochaine finalement. Et c'est vrai que du coup, depuis décembre, en fait, même si, bah, pareil, j'ai gardé mon quotidien, je continue à jouer au basket. D'ailleurs, ce soir, j'ai encore un match. J'ai pas freiné ma vie, mais en fait,
inconsciemment, quand je me retrouve seule le soir dans ma chambre, bah, j'ai pas le choix en fait d'y penser. C'est inévitable, je sais que c'est pour bientôt. Et du coup, c'est vrai que bah, je rumine, je dors pas, c'est plus lourd psychologiquement celle-ci. Et Eric, comment est-ce que tu as accompagné Axel et comment tu l'accompagnes dans ce moment? Alors déjà, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière, c'est qu'elle minimise un petit peu sa première opération, hein, parce que sur sa première opération, ils lui ont enlevé la moitié du pancréas, une partie de l'intestin et que le virage qu'on appelle le duodénum et une partie de l'estomac. C'est pour ça qu'elle a des cachets, c'est pour ça que sa digestion peut pas être tout à fait comme avant. Et au début, ils avaient même envisagé de lui enlever l'intégralité du pancréas et d'être insulinodépendant, donc diabétique à vie, le stade le plus fort. Donc on s'est déjà préparé à toutes ces éventualités et elle a su aller prendre des infos, les traiter, les gérer. Et par la suite, avec la récidive, c'est ce qu'elle a refait. Elle est allée chercher toutes ces infos pour la suite, pour ce que l'on a. Alors, le cas est légèrement différent sur la rechute. C'est que c'est 3 nodules qui ont repoussé juste au niveau de la peau, sous la peau, au niveau du péritoine. Et c'est ce qui arrive souvent, malheureusement, quand ils retirent un bidule et que le liquide qui s'est répandu touche au dernier moment les parois ou qu'une goutte tombe, etc. Ça fait que ça peut récidiver. Et là, aujourd'hui, on en est là. Donc aujourd'hui, la situation est légèrement différente, mais il faut tout réouvrir. Il va falloir aller enlever ces nodules, tout vérifier qu'il n'y ait pas d'autre chose de toucher, malgré que l'IRM ait montré que ce soit à peu près correct et que pour eux, il n'y a pas d'autres zones pour l'instant, mais ils veulent quand même aller vérifier. Et là, on commence à parler de chimio avec ce qu'on appelle une CHIP. C'est une chimio hyperthermique intrapéritonéale. C'est que quand ils vont l'ouvrir, ils vont laisser le liquide chaud pendant 1 heure et demie. Et après, ils vont tout nettoyer et ils vont tout refermer en disant que c'est hyper costaud. C'est 20 fois à peu près une chimio normale, hein, c'est à peu près ça, le taux. Donc là, nous, l'accompagnement, c'est OK. De toute façon, c'est un test, c'est une hypothèse de travail parce que ça va endiguer certaines choses, expliquées par une chirurgienne extraordinaire à Paris, à l'hôpital Saint-Louis. C'est son quotidien. Donc nous, on a décidé de lui faire confiance, bien évidemment, comme au premier chirurgien. Nous, on est là pour l'aider, pour travailler sur ses options, sur ses suppositions, sur la possibilité aussi éventuellement que d'autres organes soient touchés, comment on peut faire. On parle surtout des ovaires, on parle de plein de choses. On parle du coup un peu plus de féminité et de sa vie de femme. Là, c'est plutôt sa maman qui s'en occupe, parce que c'est peut-être plus parlant de parler de femme à femme. Mais nous, on est là aussi. On se refixe des objectifs, on regarde après. Et ce qui est encore formidable, c'est que oui, on le sait qu'elle est toute seule dans sa chambre, on y va de temps en temps, on passe, on positive, on fait plein de choses. Mais on sait aussi que de manière générale, elle a déjà sublimé cette chose-là. Elle s'est relancée sur d'autres projets. Euh, Elle a été cherchée. Aujourd'hui, je pense qu'elle sait très bien ce que c'est que de congeler des ovaires, comment ça peut se passer, la suite. Elle l'explique de manière très factuelle. Elle est revenue dans ce combat factuel de comprendre ce qui lui arrive et d'après d'essayer de le gérer. Et nous, encore une fois, on reste assis, on est hyper surpris de sa maturité, mais à un moment donné, il faut qu'on se lève. Parce que forcément, dans ces moments où elle descend, il faut qu'on soit là à côté. Il faut qu'on lui fasse un autre. Il faut qu'on avance avec elle. Il faut qu'on lui recrée la marge d'après. Quand elle ralentit, il ne faut pas que ce soit un escalator. Il faut qu'on soit là avec la clé pour pouvoir lui redonner l'électricité pour continuer d'avancer. Il faut toujours, encore une fois, mettre du mouvement. S'il n'y en a pas, c'est là où on s'écroule. C'est là où on s'assoit sur le canapé et qu'on pleure ensemble. Et c'est donner de l'importance à ça, alors qu'encore une fois, il faut vivre avec et pas pour. Et si on s'arrête pour vivre pour ce bidule et pour cette situation, on n'y arrivera pas. Alors on vit avec. On crée tout le scénario autour. On crée tout l'environnement positif, tout ce qu'on peut faire. On vit normalement. On l'amène avec nous. Elle vient au rugby. Elle sert les joueurs qui sont très au courant de ce qui se passe. Je suis très impliqué au club de rugby d'Annecy. Et tout le monde est stupéfait de l'avoir. Parce que elle s'est fait opérer. Elle est encore là. Elle a le sourire. Elle a tout le temps de sourire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent de leur vie. Ils ont le droit, complètement. Mais sur des petits bobos, des petites choses comme ça. Mais aujourd'hui, quand je la vois réagir, waouh! Même nous, de temps en temps, il nous arrive des trucs avec la société, la boîte, des petites choses. C'est rien, en fait. La vie, c'est juste de vivre aussi. Et c'est de faire en sorte que le cocon dans lequel on va vivre, il nous corresponde
il soit dans cet environnement positif de soutien. Quand ça va pas, ben, on est là, parce que c'est aussi ça les gens qui comptent pour nous. C'est aussi mettre un cadre avec des gens qui positifs, pas des gens qui chouinent toute la journée, pas des gens qui se plaignent tous les jours. Axel, elle est hyper intelligente, c'est qu'elle a su s'entourer de personnes complètement différentes et elle va piocher dans ces personnes ressources au bon moment dans ce qu'elle a besoin. Si c'est de la créativité, bah, elle a une ou deux personnes qui sont un peu délurées, qui sont là-dedans et c'est cool. Elle va prendre leur énergie, après elle revient. Si elle a besoin d'un coup de pied aux fesses, bah, elle viendra peut-être me voir parce que je suis un peu plus compétiteur et on se ressemble. Si elle a besoin d'être plus factuelle, elle va voir sa maman. Et puis, elle a un cercle et elle va dans ce cercle positif avancer. Et on reprend conscience qu'en fait, notre vie, elle nous appartient, on n'en a qu'une. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit, bah, c'est quoi les clés pour avancer? C'est quoi les clés pour ça? Parce que demain, arrêter une boîte, en reconstruire une autre, c'est pas grave. Ça va faire partie de cette expérience. Se casser la gueule, c'est chouette. C'est tomber, c'est bien. L'échec, c'est bien. Parce qu'on va pouvoir créer le succès de demain. Par contre, la vie, on n'en a qu'une. Avec le recul, maintenant, Axel, qu'est-ce que cette épreuve t'a appris et t'apprend encore sur toi? Euh, c'est vrai que je savais que j'étais plutôt quelqu'un d'optimiste. Je dirais pas que je passais vite à autre chose, mais j'arrivais à switcher quand même pas mal par rapport aux épreuves. Mais je me suis vraiment découverte en fait une vraie force que je dirais pas que je ne soupçonnais pas, mais qui était vraiment. C'est facile entre guillemets d'être forte dans la vie de tous les jours, dans le sport ou quoi. Mais quand il nous arrive des épreuves comme ça, je savais pas quelle personnalité finalement j'allais avoir. Et finalement, je me rends compte que j'ai pas vraiment changé de personnalité. Donc c'est plutôt chouette. Finalement, c'est plutôt sympa pour moi. Je reste la même personne, j'essaye toujours de faire des blagues, j'essaye de sortir, j'essaye de rester dynamique un maximum. Et en fait, oui, je me suis vraiment rendu compte que bah, j'étais une personne qui avait besoin de me fixer des objectifs pour essayer d'aller plus loin, de pas me dire, bon, bah, on verra demain. Non, non. Là, j'avais mon objectif bah, de réussir mon année, de valider mon année, de passer en année de master. Et c'est vrai qu'aussi, bah, justement, vu que je savais que j'allais en master, une semaine avant d'arriver à l'hôpital, je suis allée passer des entretiens d'embauche pour mon alternance. Enfin, je me suis, oui, bah, comme il disait, on s'est créé un cocon et j'avais besoin de tous ces objectifs en fait pour avancer. Et ouais, je me suis rendu compte que j'arrivais à mettre ça dans un coin de ma tête, même si ça prenait beaucoup de place en fait. Je me suis rendu compte que j'étais plus forte que ce que je pensais et finalement aussi plus sensible. Je pensais que j'arrivais à faire. Je suis pas quelqu'un qui montre beaucoup mes émotions, mais finalement c'est des choses. Enfin, je sens que de plus en plus je suis touchée par des petites choses ou quoi. Et on va falloir faire avec maintenant parce qu'on va éviter de chialer toutes les 2 minutes, mais on va y arriver. Eric, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu quels sont selon toi les ingrédients essentiels pour surmonter une telle épreuve? Alors, du mouvement, ça c'est sûr. Créer, se fixer des objectifs, plusieurs, difficiles mais atteignables. Mais le truc sublimé pour un rêve. C'est pas une paire de baskets que Axel est allé chercher. C'est de revenir sur les terrains de basket quelques mois plus tard où personne ne mettait un copec sur elle, avec une paire de chaussures roses parce qu'elle avait envie de rose à ce moment-là. Et on a tout fait pour qu'elle ait du rose sur ce parquet. Le plus formidable, c'est que le 5 septembre, elle a rejoué. Elle n'a pas rejoué longtemps, mais elle a rejoué. Elle était là. Donc, c'est vraiment ça qu'elle voulait. C'est vraiment ce système. Donc, il faut toujours être en mouvement, toujours relancer. Et puis, vraiment faire des paliers sur ses objectifs. C'est pas juste acheter les baskets, c'est quand est-ce qu'elle va recourir, quand est-ce qu'elle va pouvoir remettre sur les parquets, quand est-ce qu'elle peut faire ses abdos, quand est-ce qu'elle peut re-shooter, quand est-ce que… Et on voit que de vraiment mettre plein d'objectifs intermédiaires à un objectif de rêve, on y arrive. Après, c'est ce que l'on va mettre dedans. C'est l'entourage que l'on va faire. Il y a le mouvement, il y a l'entourage. Il y a l'objectif et il y a l'entourage. Il y a les gens qui, au quotidien, c'est comme dans la vraie vie, hein, vous voulez monter une boîte, il y a, ah mais non, ça va être impossible, c'est pas. Mais alors là, mais tu te rends compte, c'est la crise. Tu as envie de le faire, fais-le. Entoure-toi des gens qui sont ultra positifs et qui vont t'apporter quelque chose. Ou des gens qui sont très factuels et qui vont te permettre d'être hyper constructif. Comme le chirurgien, il est hyper constructif. Oui, Axel, on peut faire ça, tu vas faire ça.
Là, ça va être difficile. OK, il peut nous dire que c'est difficile et c'est chouette qu'il nous le dise. Mais par contre, derrière, il dit, j'ai plusieurs solutions, plusieurs options, ça. Prenez pas les gens et fuyez ces gens-là, au moins le temps de la maladie, au moins au moment où ça va pas. Fuyez les gens qui sont hyper négatifs. Vous rentrez chez des gens et les premières choses qu'ils font, ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'être dans l'émotion. Mais nous, c'est pas du tout ce qu'on est venu chercher. On est venu chercher le moment où, à la maison, on a cette émotion. Dans sa chambre, elle l'a. C'est pas la peine d'en rajouter parce que sinon, on va finir par s'asseoir sur le canapé et plus donner de mouvement. C'est l'émotion des autres, c'est quelque chose qui va casser le mouvement qu'on a initié. Et casser le mouvement, c'est à un moment donné, c'est péter la batterie, c'est péter le néman d'une voiture et c'est de rester sur place. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, privilégier des gens hyper positifs, aller chercher comme elle l'a fait et comme elle le fait tout le temps, et encore plus maintenant, des gens complètement différents, avec des horizons différents, avec des motivations, avec des choses différentes. C'est cool, elle a des copines qui sont délurées. J'adore quand elle est avec elles parce que je les entends rire. Qu'est-ce que c'est bon. Et on parle pas, je sais qu'elles parlent pas de ça. Elles le savent très bien, elles sont très intelligentes. Et puis de temps en temps, elle a besoin de quelqu'un d'autre. Entourez-vous de personnes différentes, hyper positives, restreints. Pas besoin d'en avoir 150. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on y vient, alors que ça fait un an qu'on en parle. On y vient parce que ça doit être, on a envie de transmettre quelque chose, on a envie d'inspirer quelque chose. Le combat, les points clés, ils sont libres, prenez-les, faites-en ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on veut donner. C'est du mouvement, de l'objectif, toujours y croire, se relancer, c'est bien s'entourer. Et ça, c'est la base. Et je pense aussi que pour nous, en tant que parents, on prépare les générations de demain. Et je pense qu'on a peut-être tendance à l'oublier. De l'expérience qu'on a vécue en couple avec ma femme, de ce que l'on a fait, on a construit la maison, nos gamins, ils savent très bien, on a auto-construit la baraque, ils sont venus bosser avec nous, ils savent très bien que c'est difficile, que la vie c'est ça, mais qu'aujourd'hui on n'a rien sans rien. Un combat de transpirer tous les jours, de rentrer à 22 heures, avoir fini la colle à carrelage, machin, ils le savent. Et c'est ce qu'on doit leur donner. On doit leur donner la culture de la difficulté, de la vraie vie. C'est pas que les réseaux, c'est pas que le reste. C'est tout ce chemin qui fait qu'à un moment donné, on va les construire pour qu'ils puissent affronter les vagues de demain. Mais on ne pourra pas être là tout le temps. Et c'est la vie. Mais aujourd'hui, on construit leur potentiel de gestion de crise, leur potentiel humain. Et moi, je suis très fier de ce que l'on a fait avec ma femme parce qu'aujourd'hui, de la voir, moi, elle m'impressionne. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité dans les conférences de tourner avec des gens super connus et super célèbres, des champions olympiques, etc. Je suis admiratif de leur parcours parce que ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont été se le chercher, mais c'est beaucoup de travail et je suis admiratif du boulot qu'ils ont fait. Je serais fier de les connaître. Moi, je dirais que dans ma vie, il y a deux personnes qui m'ont impressionné. Deux personnes qui m'ont fait rester assis sur ce fauteuil quand je les ai croisés parce qu'il y avait des choses qui se passaient et ma fille en fait partie. Elle m'impressionne de sa maturité, de ce qu'elle a mis en place, de comment elle le gère. Et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre de toi. Axel, il y a ce projet de 4L Trophy. Qu'est-ce que tu as d'autre comme objectif? C'est vrai que d'abord, on va essayer de faire le 4L Trophy. Donc, comme il a dit, ça serait Essayez. d'embarquer tout le monde. En tout cas, en 2026, on a fait la préinscription. On verra combien de temps on arrive à travailler dessus parce que c'est un vrai travail. Donc, peut-être on repoussera ça à 2027, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va le faire. Ça sera repousser l'inévitable parce que c'est sûr que ça sera un projet que je vais faire avec mon frère. Après, c'est vrai que mes objectifs, ça serait déjà de finir mon master. Ensuite, dans mes études ou projets professionnels, j'aimerais bien faire un VIE après mon master, donc partir à l'étranger. Donc ça, c'est un programme pour les jeunes de moins de 28 ans. On peut partir travailler dans les entreprises françaises qui sont implantées à l'étranger. On peut choisir de partir travailler entre 3 et 24 mois. Et c'est vrai que je ne sais pas encore combien de temps, mais j'aimerais bien tenter cette aventure. Et ensuite, sur les plans plutôt perso, je ne sais pas encore le basket, à quelle fréquence j'aurais envie de reprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans mes rééducations, j'ai beaucoup fait de course à pied. Et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et vu que je vais devoir y repasser, ça va me plaire, du moins j'espère. Parce que j'ai envie, peut-être pas mettre, on dit, étape par étape, mais j'aimerais bien m'inscrire pour fin 2025, en tout cas, à un 10 km. Après, j'ose espérer que je sois en pleine forme et un semi-marathon, mais on va dire qu'on voilà, on va y aller step by step et on va dire que ça sera pour 2026, le semi-marathon. Mais en tout cas, c'est un nouvel objectif personnel que j'ai envie de me fixer.
Eric, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec nos auditeurs? D'être toujours surpris. Comme juste maintenant, elle vient de me surprendre. Je n'étais pas du tout au courant de ses 10 kilomètres et de son semi-marathon. Mais c'est chouette en fait. C'est de rester un enfant avec son enfant, de rester quelqu'un pour qui la vie, ça n'a pas de prix, et de les accompagner dans tous leurs délires, les plus simples, entre guillemets, hein, pas de rester raisonnable et de manière légale, mais de les aider à franchir ça et d'être surpris et de se dire waouh, encore un nouveau projet. Et dans sa tête, plutôt de se dire ah non, elle va pas faire ça, c'est ah, c'est chouette. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'accompagner? Déjà, dans ma tête, j'ai les plans d'entraînement qui arrivent pour les 10 km, le machin. Et si elle en a besoin, on en discutera. Mais c'est ça, en fait. C'est tout de suite quand vous avez une personne à côté de vous qui vous amène un nouveau truc. Tiens, j'ai un nouveau challenge. Ouais, vous allez être surpris. Soyez-le. Mais aujourd'hui, je suis plus surpris d'elle parce qu'elle va me surprendre tous les jours. Donc, il faut l'accepter. Et c'est qu'est-ce que l'on va pouvoir amener avec elle et comment on va pouvoir sublimer le truc. Parce que c'est ça, en fait, qui rend beau cette histoire. Axel, aujourd'hui, l'opération est dans une semaine. Elle te parle de 2026, elle te parle de 2027, de 2028. Elle a un planning de choses. Alors, si demain, il y a autre chose qui change, c'est pas grave, elle va le remodeler. Mais en tout cas, elle se lance à fond dedans. Puis, si elle trouve un autre chemin qui sera mieux pour elle, elle va y aller. Bah, c'est chouette en fait, et d'être là tout le temps en fait. Le conseil, c'est d'être là tout le temps, de les écouter et surtout de les laisser faire parce que leur vie, ça leur appartient. Ils décident ce qu'ils veulent faire, ils décident d'aller bosser à l'autre bout du monde, de bosser à côté, de bosser être fonctionnaire, d'être chef d'entreprise. Ils feront ce qu'ils veulent du moment qu'ils sont heureux. Et c'est pas ça qui fait l'intelligence, c'est pas ça qui fait, c'est juste la capacité d'un être humain à sublimer sa vie. Et la sublimation, elle est là où elle a envie d'être. Là où Axel, elle a envie de mettre ce grain de folie, cette sublimation. Ça peut être une 4L, ça peut être des baskets, ça peut être un boulot, ça peut être un podcast, ça peut être un livre qu'elle a envie, ça peut être une conférence commune qu'on a derrière parce qu'on a envie d'en parler, on a envie d'inspirer, oui, mais en tout cas d'expliquer qu'aujourd'hui on a perdu des repères. Et ces repères, ils sont juste simples, ils sont devant nos yeux, quoi. C'est de prendre le temps avec les êtres qu'on a à côté, de les écouter et de temps en temps de se laisser sublimer par leurs rêves et de temps en temps juste de mettre le petit grain qui va sublimer le leur. Axel et Eric, merci infiniment pour vos témoignages. Vous êtes une vraie source d'inspiration tous les deux. Est-ce que vous avez un message final à transmettre aux personnes qui traversent eux aussi des épreuves difficiles? Moi, c'est vrai que j'y réponds toujours, en tout cas avec ce genre d'épreuve, avec humilité, que en fait, c'est pas grave, c'est la vie. C'est un peu mon mindset. C'est vrai que, enfin, la vie, elle est faite de multiples facettes. Et en fait, c'est nous, on doit choisir quel type de chemin on a envie d'emprunter. Et la vie, elle est faite de haut et de bas. Et le but, c'est soyez vous-même, soyez fou, soyez audacieux, soyez généreux. Le but, c'est d'écrire son histoire. Et c'est la nôtre, elle nous appartient. Et il faut en être fier. Donc voilà, je suis sûre d'une chose, c'est que, en tout cas, c'est ce que je me suis beaucoup répété, c'est que derrière les nuages, il y a forcément le soleil. Ils finissent toujours par disparaître. Donc, des fois, ils mettent beaucoup de temps, mais promis, ça se lève. Eric, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Bah, elle a dit déjà beaucoup de choses, hein. Moi, je dis toujours, avec le livre, c'est facile, mais il faut que vous gardiez le stylo de votre vie entre les mains. Il faut que toutes les lignes que vous fassiez, ce soit les vôtres. Et il faut que vous ayez fini un chapitre et que ce soit vous qui tourniez la page et pour en écrire un autre derrière. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le stylo et qui vous écrive votre vie, dans n'importe quel style, que ce soit au boulot, en perso, dans les maladies. Vous devez rester l'écrivain de votre vie. C'est à vous de le faire jusqu'au bout. Et que ce soit un roman d'une traite avec 400 pages, que ce soit plein de petites histoires, que ce soit une bande dessinée, un manga, ce que vous voulez. Restez maître du stylo que vous avez dans les mains. Et ça, c'est hyper important. Et c'est à vous d'inventer l'histoire qui va arriver après le mot que vous venez de mettre. Donc, restez maître de ça, sublimez vos propos, sublimez votre vie, sublimez votre livre de vie. Et ça, c'est chouette. Je voudrais aussi juste, si tu peux me permettre, c'est hyper important, il y a un petit truc que je voudrais dire aussi. En France, on a un service médical qui est franchement hors du commun. On a des experts, des chirurgiens, on a des gens qui, à l'hôpital Saint-Louis, on est tombé sur des anesthésistes, la chirurgienne, même les gens du secrétariat, juste extraordinaires. Et on a été vraiment aidés là-dedans. Par contre, de l'autre côté, on a fait des hôpitaux où malheureusement,
les gens qui nous ont réceptionnés, ils sont frustrés, ils sont en colère parce qu'on leur a amené des tâches administratives, on les surcharge de travail, on a fait partir le sens même de la réception de personnes comme nous quand on arrive à l'hôpital. Et du coup, on prend en plus une deuxième vague où on a mal. On sait qu'elle a une tumeur. On arrive là-bas et on tombe sur des gens qui sont froids, qui sont distants, qui sont pas très agréables. Je leur en veux pas, hein. C'est pourquoi on a créé ça. Comment on a pu déshériter ces gens du sens pour lequel ils étaient là. Laissez-les reprendre ce côté humain. Donnez-leur la capacité, payez-les mieux, donnez-leur autre chose. Bah, mettez-vous autour d'une table et faites que les gens que vous allez croiser avec votre histoire, ils soient là pour vous accompagner et puis pour aller plus loin. Parce que derrière, au-dessus, il y a des gens formidables. Et même eux, ce sont encore des gens formidables. Mais quelque part, on leur a un peu interdit de l'être par rapport à plein de choses. Et j'arrive à les comprendre, bien évidemment. Mais pour nous, c'est déjà un premier bagage avec lequel on va partir aussi. On est dans un mal-être total, on est dans un système émotionnel hyper fort. On ne sait pas si elle va passer la nuit à un moment donné en réanimation. Et là, on est accueilli par une froideur, par des gens qui savent même pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont. Enfin, ils ont perdu le sens de leur position ici. Et ça, c'est dramatique aujourd'hui. Remettons le sens, le cœur du débat, redonnons l'espoir à ces gens-là, et puis qu'ils aient le sourire quand ils arrivent. Je ne sais pas comment, et c'est juste factuel. Mais c'est chouette aujourd'hui d'avoir des gens comme à l'hôpital Saint-Louis qui sont dédiés au centre de cancérologie avec cette chimio. Quand on arrive, waouh, on est détendu. On est là où il faut qu'on soit. Et ça fait déjà une première partie de la guérison au niveau mental. Quand on sort de là, on peut tout nous annoncer. On sait qu'on va s'occuper de nous. Et c'est pas une critique envers ces gens-là. Mais aujourd'hui, pourquoi ils en sont arrivés là? Et je pense qu'il y a un vrai débat parce qu'on a vraiment besoin d'eux quand on est là-bas. Ben, merci encore à vous deux et n'hésitez pas à partager cet épisode pour semer l'inspiration et offrir un message d'espoir à ceux qui en ont besoin.